Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser aux droits réels principaux. Commençons par un peu d'histoire. Que dit le Dahir de 2 juin 1915? Alors les droits réels principaux selon ce Dahir, qui par un coup de baguette magique a créé un système juridique dual, thunaï, distinguant les immeubles non immatriculés, soumis aux droits traditionnels, des immeubles immatriculés relevant du droit moderne, un droit positif qui trouve son fondement dans le protectorat. La liste des droits réels reconnus en 1915 est composée de la propriété, l'usufruit, le habous, les droits d'usage et d'habitation, l'amphithéose, le droit de superficie, l'anticrèse, les servitudes et les services fonciers, les privilèges et hypothèques, les droits coutumiers musulmans tels que Gza, Zina, Awa, etc. Cette liste ignorait la plupart des droits réels coutumiers ainsi que les droits réels postérieurs à 1915, comme c'est le cas des droits d'eau introduits par le Dahir de 1925 ou le cas des droits miniers évoqués par le Code minier du 16 avril 1951. Ce qui nous pousse à voir ce que la nouvelle loi ou le Code des droits réels a fait de ces droits. Alors, ces droits sont énumérés dans une liste exhaustive par l'article 9 de la loi 3908. Le droit de propriété, on trouve dans cet article le droit de propriété, les servitudes et les services fonciers, l'usufruit, la rente viagère, le droit d'usage, le droit de superficie, l'amphithéose, le droit de habous, le droit de zina, le droit de hawa, puis les droits coutumiers dont l'existence est confirmée avant l'entrée en vigueur de cette loi. Cette liste, alors, elle est exhaustive, ala sabil al-hasr, et on ne peut créer des droits réels supplémentaires en dehors du cadre de la loi. La loi seule, et seule la loi, peut créer des droits réels. On ne peut pas créer de droits réels par des conventions, comme c'est le cas dans d'autres pays. Et c'est ce que vient confirmer l'article 11 du Code des droits réels, qui dispose « Tout autre droit réel ne peut être créé qu'en vertu d'une loi. » Nous essayons d'analyser ces droits réels un par un afin de déterminer leur contenu et leur étendue et le fond de chaque droit réel. Mais commençons par le droit le plus complet, l'archétype, le modèle, le droit de la propriété. Le droit de la propriété est l'un des plus importants droits réels. Il est au cœur de chaque système juridique. On avance souvent que c'est un droit individuel, absolu et perpétuel. Deux phénomènes principaux ont bouleversé la conception du droit de propriété. Une première transformation du droit de propriété sous les effets de l'évolution de la société et de l'économie. Alors, cette transformation est marquée par l'accroissement quantitatif, mais aussi qualitatif de la propriété mobilière. En même temps, un recul de la propriété immobilière. Début du 19e siècle, puis le 20e, sont apparus des biens incorporels. Ces biens incorporels ont vu leur valeur augmenter jour après jour. Et c'est ainsi que l'adage res mobilis, res vilis n'est plus conforme à la réalité. Puis, avec le déploiement des techniques, des arts, des lettres, la propriété intellectuelle a connu un essor particulier, conférant des droits à forte valeur économique à leurs titulaires. Ce qui fait que l'âme corporelle est en train de conquérir le corporel.
La seconde transformation de la propriété est due au contexte dans lequel elle s'exerce. La propriété s'exerce au sein de rapports sociaux, ce qui traduit par un certain nombre de limites tenant pour certaines d'entre elles à la reconnaissance d'autres droits individuels, tels par exemple le droit de logement. Pour d'autres, au souci de protéger la propriété d'autrui, ou pour le plaisir de préserver l'intérêt de la collectivité, l'exemple de l'expropriation. Le droit de propriété, donc, doit subir, ou plutôt doit respecter d'autres règles, d'autres intérêts qui limitent son champ. Cela dit, le droit de propriété demeure un droit fondamental et sa protection est assurée sur le plan national et international. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et des principes généraux. De quoi se compose ce droit de la propriété? Alors le droit de la propriété est un droit total, complet, et car le propriétaire a tous les pouvoirs sur la chose, tous les pouvoirs. L'article 14 du Code des droits réels le confirme, même si la réalité n'y correspond pas toujours. Cet ensemble de pouvoirs, alors, on peut les décomposer en trois catégories. Le droit d'user, le droit de jouir de la chose et le droit d'en disposer. Alors, usus, fructus, abusus. Alors, commençons par le droit d'user de la chose. Le droit d'user de la chose, usus, correspond tout d'abord au droit de se servir de cette chose. En théorie, cet usage est libre. Il faut juste tenir compte de la jurisprudence relative à l'abus du droit, comme aux règles d'ordre ou d'intérêt public ou privé qui portent une limite à l'exercice du droit de propriété. Ces restrictions sont multiples. Les restrictions, par exemple, liées à la sécurité ou à l'hygiène publique, imposant aux propriétaires les obligations relatives à la réparation ou à la démolition des bâtiments menaçant de ruine, par exemple. Les lois qui tendent à assurer la sauvegarde du patrimoine national. Le droit d'user de la chose correspond également au droit de ne pas s'en servir. Exemple, le droit de ne pas habiter la maison, voilà. Le doyen Carbonnier définissait l'usus comme, j'ouvre les guillemets, cette sorte de jouissance qui consiste à retirer personnellement, individuellement ou par sa famille l'utilité ou le plaisir que peut procurer par elle-même une chose non productive ou non exploitée. Habiter sa maison, porter ses bijoux, c'est en user. À cet égard, le droit d'user de la chose laisse au propriétaire la liberté de choisir l'usage de cette chose, de s'en servir selon ses propres besoins, convictions ou intérêts. Passons maintenant au droit de jouir de la chose. C'est le droit pour le propriétaire de percevoir les fruits de cette chose. Le propriétaire bénéficie d'un choix de faire fructifier son bien ou, au contraire, de le laisser improductif. Si le propriétaire, par exemple, décide de fructifier son bien, il peut ensuite procéder soit à l'acte matériel de récolter les fruits ou procéder à un acte juridique d'encaissement des revenus. Donc, le droit de propriété, ce n'est pas seulement le droit d'user de la chose, c'est également le droit d'en jouir. Et comme on l'a dit, par jouissance de la chose, il faut entendre le pouvoir conféré au propriétaire de percevoir les revenus que le bien lui procure. Prenons l'exemple du propriétaire d'un immeuble. Il s'agira de percevoir, dans ce cas, les loyers qui lui sont réglés par son locataire. Pour l'épargnant, il s'agira de percevoir les intérêts produits par les fonds placés sur un livret. Pour l'exploitant agricole, il s'agira de récolter le blé, le maïs, les olives, etc. À l'instar de l'usus, le fructus comporte également un aspect négatif, en ce qu'il autorise le propriétaire à ne pas percevoir les revenus de son bien,
soit de le laisser inexploité. Il est à préciser que le bien est susceptible de procurer deux sortes de revenus aux propriétaires, soit des fruits, soit des produits. Alors, il faut distinguer les fruits des produits. Alors, l'une des exploitations d'un bien peut consister à tirer profit de la création à partir de celui-ci d'un nouveau bien. Ainsi, par exemple, un arbre procure des fruits, un immeuble donné à bail des loyers et une carrière des pierres. Et la question est qui alors se pose est de savoir si tous ces nouveaux biens créés, dont tire profit bien sûr le propriétaire, sont appréhendés par le droit de la même manière. Et la réponse est non, en raison d'une différence physique qu'il y a lieu de relever entre les différents revenus qu'un bien est susceptible de procurer à son propriétaire. En effet, il est des cas où la création de biens dérivés supposera de porter atteinte à la substance du bien originaire, extraction de pierres d'une carrière par exemple, tandis que dans d'autres cas, la substance de ce bien ne sera pas altérée par la production d'un nouveau bien. Alors, cet état de fait a conduit à distinguer les fruits que procure la chose au propriétaire des produits. L'intérêt de la distinction est réel, notamment en cas de démembrement du droit de propriété. Alors, exposer les distinctions. Les fruits correspondent à tout ce que la chose produit périodiquement sans altération de la substance. Le cas qu'on donne comme exemple, c'est les loyers produits par un immeuble loué, les fruits d'un arbre ou encore les bénéfices commerciaux tirés de l'exploitation d'une usine. Alors, de manière classique, l'on distingue de trois types de fruits ou trois catégories de fruits. Vous avez les fruits naturels, il s'agit des fruits produits par la chose spontanément sans le travail de l'homme. Les fruits des arbres sauvages par exemple. Puis vous avez les fruits industriels, il s'agit des fruits que l'on obtient par la culture, soit dont la production procède du travail de l'homme. Exemple, les récoltes d'un champ, les coupes de bois. Puis les fruits civils, il s'agit de revenus périodiques en argent dus par des tiers auxquels la jouissance de la chose a été concédée. Exemple, loyer d'un immeuble. Alors, pour être un fruit, le bien créé à partir d'un bien originaire doit remplir quelques conditions. Alors, première, la périodicité, plus ou moins régulière, et la conservation de la substance de la chose dont il dérive. Ainsi, comme l'exprimait le doyen Carbonnier, c'est parce qu'il revient périodiquement et qu'il ne diminue pas la substance du capital que le fruit se distingue du produit. Les produits correspondent à tout ce qui provient de la chose, sans périodicité, mais dont la création en altère la substance. Tel est le cas des pierres et du minerai que l'on extrait d'une carrière ou d'une mine. Comme le souligne un auteur, j'ouvre les guillemets, quand on perçoit des fruits, on perçoit seulement des revenus, tandis que quand on perçoit des produits d'une chose, on perçoit une fraction du capital qui se trouve ainsi entamé. L'intérêt de la distinction, en fait, cette distinction est importante. En effet, alors que les fruits reviennent à celui qui a la jouissance de la chose, soit l'usufruitier, les produits, en ce qu'ils sont une composante du capital, appartiennent au nu propriétaire. Parlons maintenant des formes de jouissance. Il paraît que le fructus peut se manifester sous deux formes différentes. Soit l'accomplissement d'actes matériels, alors là, dans ce cas, la jouissance peut tout d'abord consister en la perception de revenus au moyen d'actes matériels. Dans cette hypothèse, le propriétaire récolte lui-même des fruits naturels ou industriels. Ou l'accomplissement d'actes juridiques. La jouissance peut consister en la perception de revenus au moyen d'actes juridiques. Il s'agira ici d'accomplir des actes d'administration ou de disposition pour que le bien produise des fruits civils. Tel est le cas du propriétaire d'un immeuble qui doit conclure un contrat de bail
afin de percevoir des loyers. Passons maintenant au troisième attribut, la disposition de la chose. Alors, le droit de disposer de la chose, enfin du bien, est une composante essentielle du droit de propriété. Le propriétaire peut disposer physiquement de la chose, mais aussi et surtout juridiquement. Ainsi, le propriétaire peut accomplir ou faire accomplir sur son bien tous les actes matériels qu'il juge bons. Il peut consommer ce bien, le transformer, le détruire, sauf à tenir bien sûr compte de certaines règles juridiques. Par exemple, les monuments historiques ne peuvent pas être ni détruits ni modifiés. Ainsi, cette faculté de disposer matériellement de la chose, elle montre bien la supériorité du droit de propriété sur tous les autres droits réels. Car seul le propriétaire peut épuiser, détruire, épuiser la substance de la chose, alors que les titulaires des autres droits réels, les usufruitiers par exemple, doivent conserver la substance de cette chose parce qu'il ne leur appartient pas, parce qu'ils n'en sont pas propriétaires. Alors, la disposition juridique de la chose, on entend par ça la faculté d'agir sur le droit de propriété lui-même et non plus sur la chose. Ainsi, le propriétaire peut exercer son pouvoir de disposition en abandonnant son droit de propriété ou en l'aliénant. Donc, la disposition se passe par deux moyens, soit physiques, détruire physiquement par exemple, ou juridiques. La disposition juridique, elle prend deux formes, soit l'abandon, soit l'aliénation. L'abandon peut être un moyen pour le propriétaire de se libérer des droits réels grevant la chose. On parle alors du déguerpissement possible en matière de servitude, d'usufruit et d'hypothèque. Il y a l'aliénation du droit de propriété. Alors, le propriétaire, dans ce cas, peut aliéner son droit aux conditions qui lui conviennent. Il y a la liberté, le principe de liberté contractuelle, à titre onéreux ou à titre gratuit, à cause de mort ou entre vifs, etc. C'est ainsi qu'on arrive à déduire que de tous les droits réels, le droit de la propriété est le plus complet. C'est l'archétype, le modèle du droit réel. C'est le droit réel qui porte le plus de charges idéologiques et exerce sur les législateurs une fascination qui est à l'origine d'une inflation juridique. Ainsi, les textes protégeant ce droit fleurissent de partout. Vous avez des conventions internationales, vous avez la Déclaration universelle des droits de l'homme, et qui considère que ce droit est naturel et imprescriptible, mais il est aussi inviolable et sacré. La Constitution marocaine, dans son article 35, protège ces droits. Elle énonce ainsi, j'ouvre les guillemets, le droit de propriété est garanti. La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et social de la nation le nécessitent. Il ne peut être procédé à l'expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi. Le Code des droits réels, Alors, le Code des droits réels, dans son article 14, dispose « Le droit de propriété confère au propriétaire du fonds le pouvoir exclusif de l'utiliser, de l'exploiter et d'en disposer. Seule la loi ou l'accord le limite en cela. » Il est à souligner que l'article 14 donne une définition un peu différente de celle de l'article 9. L'article 14 du Code des droits réels donne une définition différente de l'article 9 du Dahir de 1915, car ce dernier définit la propriété immobilière comme étant le droit de jouir et de disposer d'un immeuble par nature ou par destination de la manière la plus absolue. On remarque légèrement, une influence légère, entre guillemets, du droit français qui considère que le droit de propriété est un droit absolu. Ce qui nous pousse à considérer que la relation de propriété peut être comme
considéré comme l'appropriation de l'utilité, manfa'at, l'utilité des choses. Lorsqu'on présente la propriété sous cet angle, on est nécessairement confronté à l'aspect économique, الجانب الاقتصادي للملكية. D'une certaine manière, on est face à un aspect très fonctionnel, وظيفي. S'approprier l'utilité des choses, cela implique d'une part de s'opposer à ce que quelqu'un d'autre utilise la chose, et d'autre part que l'on peut revendiquer l'exercice de toutes les utilités de cette chose. C'est bien là la notion de propriété. C'est là qu'on voit aussi la distinction entre la propriété et la créance, entre le droit réel et le droit personnel. C'est pour ça que certains auteurs posent le principe que la propriété est une relation entre une personne et un bien. Cette relation déploie ses effets soit face à une personne, comme la propriété individuelle, soit un ensemble de personnes, comme c'est le cas dans la copropriété. Cette relation est considérée par certains comme étant une relation absolue. Alors, la propriété serait un droit absolu sur une chose, sur un bien. C'est le pouvoir exclusif d'une personne sur un bien. Et là, c'est le sens le plus répandu. Mais si on suit une autre acception, d'une façon objective, c'est la propriété est le bien envisagé dans sa situation privative. La propriété, puisqu'elle est un droit réel, elle est un pouvoir, mais elle est aussi une technique qui permet d'appréhender l'ensemble des utilités des choses qu'il y a autour de nous. Dans ce cas, on peut dire que c'est grâce à la propriété, on peut appréhender la jouissance, l'usage, l'isti'mal et la disposition, at-tasarruf.